cette année, plus qu'une nouveauté, c'est un vrai retour aux sources. On fait des pays qui étaient fermés ou en guerre il y a encore quelques années, donc il n'y a quasiment pas de touristes. Des pays qui n'ont pas l'habitude beaucoup de voir des Européens, comme on l'avait fait les premières années. Et c'est vrai que ce retour aux sources, c'est rafraîchissant parce que ça nous rappelle à quel point il y a encore des endroits où la civilisation, la mode de vie, la manière d'être sont très différentes de la nôtre. Et ça crée la surprise pour les candidats, je pense peut-être spectateurs, mais aussi pour ceux qui reçoivent les candidats. Il y a une surprise des deux côtés. L'autre nouveauté, c'est qu'on réduit un tout petit peu le temps de course dans une journée d'un candidat. Les candidats s'arrêtent de courir en début d'après-midi, ce qui fait qu'ils ont plus de temps pour partager avec les locaux. Ils sont moins stressés ou moins fatigués à la fin de leur journée. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment deux temps dans chaque journée. Un temps quand même de stop, de stress, il faut avancer, il faut battre les autres. Et puis un temps pour profiter des locaux. Ça va se sentir au montage. Autre petite particularité, c'est une toute petite chose mais ça change beaucoup, c'est qu'une fois que les concurrents sont un peu débrouillés, on amène un traducteur qui leur permet de traduire un petit peu ce qui se passe, de mieux comprendre comment vivent les gens et ça a très bien marché cette saison et ça apporte beaucoup en contenu. Et justement, les candidats qui avaient déjà vécu l'expérience, quand ils ont eu le traducteur, ça les a changés, comment ils ont réagi? C'est vrai que, parce que l'autre particularité de cette année, c'est d'avoir des binômes inédits mais avec un ancien candidat et un nouveau candidat à chaque fois. C'est vrai que les anciens candidats, ils étaient surpris, mais agréablement surpris. Alors, c'est vrai qu'attention, le traducteur n'arrive que lorsqu'ils ont trouvé le logement et après un certain temps. C'est toujours une vraie galère pour trouver le logement, il faut se faire comprendre, il faut parler avec les signes, etc. Mais une fois que c'est trouvé, effectivement, et à ce moment-là, et c'est vrai que tout le monde a apprécié, parce que c'est vrai que parfois il y avait quand même, alors t'es ça, c'est comme ça, t'as combien d'enfants, moi je fais ci, ils n'arrivaient pas à expliquer ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, etc. Et là, brutalement, l'espace d'une heure un quart, on peut expliquer plein de choses et même lorsque du coup après le traducteur repart, c'est quand même plus facile de continuer à échanger. Et en Birmanie, comment ça s'est passé? Parce que c'est une culture totalement différente et il n'y avait pas de touristes, c'était pas ouvert aux touristes. Non, c'est vrai que surtout la Birmanie est un pays, comme beaucoup de pays dans cette région-là, très complexe, où il y a une ethnie majoritaire, les Birmans, et puis plein d'ethnies minoritaires. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant le pays s'appelle le Myanmar, veut s'appeler le Myanmar, parce que Birmanie, ça fait birman. Or, il n'y a pas que des Birmans en Birmanie, au Myanmar. Il y a aussi des Pao, par exemple. Et dans le début du programme, on va chez les Pao. Alors, il faut vraiment y aller. C'est perdu au fond de la Birmanie, loin de Rangoon, loin de Mandalay, loin des villes connues de Birmanie. Les Pao s'habillent pas comme les Birmans, n'ont pas le même mode de vie, ne mangent pas la même chose, n'ont pas les mêmes coutumes. Ils ont juste en commun leur passion pour le bouddhisme. La Birmanie est un pays transporté par la religion. Il y a un nombre de temples absolument incroyable. C'est l'un des pays peut-être un des pays sacrés pour le bouddhisme. Il y a beaucoup d'endroits sacrés. Et ça a été effectivement une vraie surprise pour nous et une vraie découverte. La Birmanie, c'est vraiment un pays exceptionnel. Et j'en ai vu. Et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs, c'est l'une des images du programme, on le voit derrière avec le Bagan, qui est un site incroyable. J'ai rarement vu un site comme ça. Ce sont des temples, mais pas des dizaines, pas des centaines, des milliers de temples sur 40 km² de jungle. C'est subjugant. Des temples, des grands, des très grands, des petits, des tout petits, et comme ça, à perte de vue. C'est incroyable. Ça a été une ville avant. Aujourd'hui, c'est un des sites les plus subjugants de la planète et personne ne pouvait y aller à Bagan. Et maintenant, on peut y aller. C'est des privilégiés qui peuvent encore y aller, mais c'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'il y a par exemple aussi en Birmanie, parce que c'est sans fin les richesses de ce pays, il y a le lac Inle, donc des gens qui vivent sur l'eau. J'avais déjà vu ça au lac Titicaca, mais franchement, c'est presque devenu une attraction pour touristes. Les gens qui vivent sur des îles artificielles, le lac Titicaca, parce que personne ne vit vraiment sur le lac. Là, il y a 40 000 personnes qui vivent réellement. Il y a 3 villages, très grands villages, qui vivent sur l'eau. Ils se déplacent en bateau, à rame ou à moteur, ils pêchent, ils font de la culture sur des îles artificielles. Il y a des chats dans les maisons qui, vous imaginez ce que c'est, passent comme ça, etc. Et c'est à voir, c'est complètement incroyable. Imaginez les gens qui vivent sur l'eau, qui même dans leur propre pays sont considérés quand même comme des gens un peu particuliers. Et voilà. Les pays qui vous ont marqué plus que d'autres, puisque vous avez découvert une tonne de pays à travers toutes les saisons, il y en a un que vous préférez que... Ah non, mais c'est vrai que
J'ai adoré la Birmanie, c'est sûr, parce que l'Asie aujourd'hui, elle se développe tellement vite que parfois c'est beaucoup plus moderne que chez nous. Quand on va à Singapour, quand on va à Shanghai, nous à côté, on a un siècle de retard. Alors c'est vrai que quand on va au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge, voilà, mais ça bouge quand même très très vite. Là, j'ai l'impression de me retrouver effectivement dans un pays encore un peu traditionnel. Ça va très vite changer, hein. Mais cette fermeture de la Birmanie, ça a été un terrible handicap, mais ça les a aussi protégés de plein de choses. Et ils ont un mode de vie très authentique. Le Bhoutan, une partie de l'équipe a pu y aller. Imaginez qu'ils ont eu la télévision en 1999. Ils refusent la modernité. C'est un dernier pays qui considère, et tous les classements internationaux de PIB, de taux de chômage, pour eux c'est trivial, vulgaire, sans intérêt. Eux c'est la religion, le bouddhisme aussi. Et puis ils considèrent que la seule valeur c'est le bonheur. La richesse c'est totalement est réservée à des gens qui ont perdu le sens commun. Et donc il n'y a pas de calcul de richesse, il n'y a pas de calcul de trucs comme ça. Et c'est un pays très à part. Et ils ont accepté qu'on vienne. Ils ont dit oui mais vous venez avec une équipe, une caméra. Vous amenez 2 candidats. Et vous venez en équipe légère et vous restez quelques jours. Et c'est un pays qui s'offre encore le luxe de choisir le nombre de ses touristes. Ils veulent vraiment ouvrir la porte, ils l'ouvrent, hein, mais vraiment, ils entreouvrent. Et ceux qui y sont allés m'ont dit mais c'est complètement incroyable, parce que déjà la Birmanie on avait l'impression d'être dans un pays, mais là, imaginez, c'est un pays qui est quand même fermé. Quand la télévision arrive en 99, c'est quelque chose, il n'y a encore qu'une seule chaîne et quelques heures par jour seulement. Vous imaginez, hein, ça paraît complètement fou. Vous en avez profité aussi de ça? Non, moi j'ai pas pu y aller parce qu'effectivement c'était un bonus pour une équipe qui avait réussi quelque chose et c'est très compliqué pour y aller, il y a très peu de vols d'avion, etc., etc. Donc moi j'ai pas pu y aller, mais je peux vous dire que ça faisait partie des bonus très très recherchés en interne dans l'équipe, caméraman qui a pu y aller, etc. C'était vraiment très recherché. Et c'est vachement physique Pékin Express, est-ce que vous avez un entraînement avant de partir ou non? Pas du tout. On fait attention en permanence, mais c'est vrai que Pékin, il faut dormir quand on peut. En fait, la clé c'est quand on roule, on a 3 heures de route. Si on est capable de dormir, il faut dormir. Il faut manger quand on peut. Il y a beaucoup de vendeurs ambulants. C'est des pays où il y a peu de restaurants. En revanche, il y a beaucoup de vendeurs ambulants qui font des choses. On a faim, on mange. Parce qu'après, on n'aura peut-être plus le temps, on sera pressé, on aura un truc, etc. Et j'ai appris ça. Et une fois qu'on a acquis ça, on arrive à... Les candidats, ils n'ont pas le choix. Dans la course, il faut courir. Moi, je peux éventuellement de temps en temps trouver ces petits moments qui me permettent effectivement de tenir le choc, parce qu'effectivement, c'est très physique, moralement et physiquement, hein, c'est les deux. Ouais. Et les anciens candidats, vu que là, c'était un mélange des deux, est-ce qu'ils ont donné des conseils à leurs partenaires? Tout le temps. Ouais. C'est marrant parce que brutalement, même quand ils ont fait que 3 étapes dans leur vie, c'est pas le cas pas tellement, mais il y en a quelques-uns, il y a toujours le côté, voilà, je vais te raconter comment faire. Et comment on fait pour retrouver comment on fait pour faire les bits en stop, comment on fait pour trouver quelque chose. Ils ont toutes leurs petites habitudes, leurs petits conseils. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on va beaucoup jouer dans le programme, le côté tiens, je vais te montrer comment on fait, tu vas voir ce que c'est Pékin Express, même lorsqu'ils sont derniers du classement. Donc voilà, donc ça c'est effectivement, il y aura beaucoup ça. D'accord. Et petit scarabée. Dernière question, M. Amonzol. Partons pour une saison 11? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu une lassitude à un moment, il y a quelques années, parce que ma fille était petite et je culpabilisais de partir aussi longtemps. Maintenant, elle est grande. Quand je pars, c'est chou si elle se rend compte. Donc voilà, maintenant, oui, bien sûr, partant, on a plein de routes possibles. On verra, les audiences détermineront tout ça. Mais c'est vrai que, oui, une fois qu'on est habitué au voyage, c'est presque une drogue. On a envie on est content quand on rentre. Hein. Puis au bout de quelques mois, l'envie de repartir reprend. Vous avez des pays que vous voulez découvrir encore absolument? Vous savez, il nous en reste encore. Il y a les 40 pays en guerre ou instables qui sont impossibles, mais si on rajoute les 35-40 qu'on a fait, les 40 qui sont en guerre, il en reste encore une centaine. Ça va, hein. Ouais. Donc il y a encore largement de quoi faire. Ok, super. Merci beaucoup. Merci.